Appuyer. Mais... Ah, faut rester appuyé tout le non, temps. Non, non, quand tu... Ah d'accord, là maintenant on entend. Pardon. Très bien. C'est un peu comme toi parce qu'il faut on appuie sur un bouton Okay. et là tu pars toujours. Donc je tenais simplement vraiment à vous remercier vous tous et on est heureux de vous recevoir ici cet après-midi. Et pour commencer, je tenais simplement à donner la parole à Monsieur le maire, André Santini, qui va nous faire quelques mots de bienvenue. Merci. Chers amis auteurs, lecteurs, spectateurs, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver, comme à chaque fois depuis maintenant 7 ans, pour clôturer le Festival du Livre d'Issy-Moulineaux. Cet événement dédié au livre, organisé avec les librairies Chante-Livre et Gutenberg, a permis de rassembler de nouveau tous les passionnés de littérature le temps d'un après-midi, en présence d'un plateau d'auteurs ayant publié à la fin 2021 et au début de l'année 2022. Cette édition aura été placée cette année sous le signe de 3 mots clés: prestige, partenariat, participation. Prestige d'abord grâce aux auteurs qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Je pense en effet, malgré moi, à Francis Huster, notre parrain cette année, auteur, réalisateur, adaptateur, professeur, metteur en scène. C'est un acteur phare du théâtre, du cinéma, de la télévision qui nous a rejoints. Ardent militant de la panthéonisation de Molière, son dictionnaire amoureux nous conduit dans les coulisses de la création théâtrale de celui qu'il considère comme le dieu des comédiens. Je pense aussi à l'invité d'honneur de cette édition 2022, Jean-Marie Roire, venu présenter son dernier livre, Mes révoltes. Membre de l'Académie française depuis 1997, romancier, essayiste, chroniqueur, notre invité a reçu de nombreux prix tout au long de sa carrière. Prix Interallié en 1977, prix Renaudot en 1983, sans oublier le prix Prince Ier de Monaco pour l'ensemble de son œuvre. À leur côté, nous avons accueilli des auteurs de tout genre, récits, essais, polars, bande dessinée, littérature jeunesse. Le prestige réside ainsi dans la richesse des participants de nos conférences et tables rondes: Jean-Marie Roire, Sarah Briand, Solène Bardet, Mathias Malzieu, Isabelle Sorante et enfin Francis Huster. Le deuxième axe fort de cette édition tient à la notion de partenariat. Une vie culturelle locale ne saurait être menée par une municipalité en vase clos sans l'apport permanent de forces exogènes, d'inspiration nouvelle. Pour ce faire, le tissu commercial, économique, le réseau culturel d'Issy-Moulineaux nous sont d'une grande aide. Je pense tout d'abord aux librairies Chante-Livre et Gutenberg, déjà citées, maison de référence de la lecture à Issy. S'y ajoute le soutien de partenaires fidèles, Lire, magazine littéraire, le livre de poche, l'école des loisirs, je les en remercie. De même, dans le cadre de la première édition de Vive à Issy, le petit festival des audaces numériques, Orange, partenaire du festival, a fait découvrir son offre riche, diversifiée, de presse numérique permettant de déployer la lecture de la presse sur d'autres supports. Enfin, l'événement n'aurait pas été celui qu'il est sans l'investissement des bénévoles qui constituent chaque année qui contribuent au bon déroulement de la dictée. J'adresse au nom des ICN, des ICéens, mes plus sincères remerciements à tous ces acteurs essentiels de cette réussite collective. Enfin, le troisième fil rouge de ce festival n'est autre que la participation. En effet, notre programmation s'adresse à toute la famille avec de nombreuses activités en lien avec les auteurs jeunesse et BD. Les enfants ont vu les auteurs jeunesse dessiner leurs héros sous leurs yeux. Les classes élémentaires ont travaillé quant à elles sur l'œuvre d'Alex Alice. Vous avez pu découvrir ces œuvres lors de l'exposition du Château des Étoiles à Curiosity, entre rêve et réalité, qui s'est tenue à la médiathèque des Chartreux. Avec les bibliothécaires, l'association Lire et Faire Lire, les enfants ont pu de nouveau écouter des contes en extérieur. Ils ont pu également profiter d'un large choix d'animations, ateliers de fabrication autour du livre,
avec les médiathèques et le clavim, jeu pour tous les âges avec les bibliothécaires. Par le fil rouge de la participation, je pense aussi et surtout aux valeureux participants de nos concours. À ce titre, bien, on fera le prix du concours après. Place à Francis Huster. Ah bon? Il s'est réveillé, là. Non, mais c'était parfait, c'était très bien. Donc, non, mais on a changé, il aura les prix qui seront venus après. Ah d'accord, très bien. Oui, mais il faut toujours laisser la place à Francis. Je tenais simplement à vous remercier, messieurs les maires. Merci beaucoup de cette présentation. Et vous pouvez l'applaudir. Francis Huster. Donc, c'est les dictionnaires amoureux des Molières, mais aussi c'est l'amour des Francis pour les théâtres. C'est l'amour aussi pour ces grands personnages qu'il essaye depuis quelque temps de l'amener à l'endroit où il devrait y être, au Panthéon. Donc, et à travers ces livres et à travers d'autres livres, parce que ce n'est pas les seuls, c'est au moins les troisièmes qu'il écrit sur Molière, il nous montre aussi ces personnages complexes et surtout très modernes. Justement, je voulais vous poser la question, on t'a posé la question parce qu'on se connaît depuis longtemps. Pourquoi Molière est si moderne encore aujourd'hui et pourquoi Molière nous parle d'aujourd'hui aussi? Bon. Alors, on va être très clair. Il y a quelques jeunes ici dans la salle. L'éducation nationale a trahi le métier de comédien. Ça veut dire que depuis 4 siècles, on n'éduque absolument pas les jeunes gens, les jeunes filles, pour respecter ce métier de comédien. Comme disait Louis Jouvet, c'est un métier qui s'apprend et qui se pratique. Nous sommes les pratiquants d'une religion, mesdames, messieurs. C'est la religion des poètes. Il n'y a pas de place de Dieu dans un théâtre. Nous sommes dans un lieu fermé, un rectangle. La voix de Dieu n'a pas à y résonner. C'est la voix des hommes et des femmes qui doit résonner, en liberté, sans censure. Le théâtre est donc pratiqué par des pratiquants d'une religion, celle des poètes. Ça veut dire qu'on peut tout oser dans un théâtre. Et ceux qui se sont révélés comme Shakespeare ou comme Molière, quel est le nom qui est plus important que Shakespeare et Molière? Non mais soyons sérieux, arrêtons. Alors pour ce qui est de la religion, Moïse, Jésus, le prophète, respect, amour, tendresse, main vers les autres. Nous sommes des hommes et des femmes, et personne n'est au-dessus de Molière et Shakespeare. Il se trouve qu'il faut bien comprendre que l'éducation nationale, depuis 4 siècles, au lieu de vous dire en quoi consiste le métier de comédien, a lâchement et d'une façon totalement complice éduqué pendant 4 siècles des générations entières en évitant d'en parler puisqu'ils n'y connaissaient rien. Ça veut dire que dans un lycée, dans une école, à partir de la communale et tout, quand on parle de pâtisserie, on pourrait peut-être s'adresser à ceux qui font de la pâtisserie. Quand on parle de médecine, on peut s'adresser à ceux qui font de la médecine. Quand on parle de musique, on peut s'adresser à ceux qui sont compositeurs ou interprètes. À quel moment s'est-on adressé à ceux qui étaient des auteurs de théâtre? Et je vais vous le prouver tout de suite. Ça veut dire que vous ne savez même pas en quoi consiste la différence entre un écrivain de littérature et un écrivain dramatique. Vous ne savez même pas ce qu'est un auteur de théâtre, et je vais vous le dire, c'est-à-dire que j'espère que cette petite heure servira au moins à ce que vous puissiez sortir d'ici en ayant une toute autre idée de ce qu'est le théâtre. La raison pour laquelle Molière entrera au Panthéon, puisqu'il entrera au Panthéon. On ne peut pas aller contre la volonté populaire. Il y a eu un sondage qui a été fait sur 74 000 personnes, pas 1509 comme dans les sondages politiques. Et 77,5% de ceux interrogés sur ces 74 000 personnes ont souhaité l'entrée de Molière au Panthéon. C'est la volonté du peuple, et le peuple ira jusqu'au bout. Alors je vous explique. Dans ce livre,
Imaginons que c'est un livre. C'est Le Père Goriot, c'est Les Misérables, c'est le dernier bouquin de Lévy, de Musso, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Est-ce qu'on a passé juste 5 minutes en salle de classe pour vous expliquer ce qu'est un auteur de littérature? Non. Alors, je vais vous le dire, moi. Un auteur de littérature, un écrivain, c'est quelqu'un qui a 3 responsabilités. La première, c'est d'avoir un talent de narrateur. Narrateur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ses livres, l'écrivain narre. N-A-2-R-E. Elle descend du train, elle prend sa valise, elle monte dans la voiture, elle regarde en arrière, elle arrive dans sa chambre, elle pousse la porte, elle prend la casserole, elle prend le... Narrateur, on n'imagine pas un livre de Balzac, de Hugo, de qui que ce soit sans narration. C'est-à-dire on peut prendre un marqueur et effacer tout ce qui est narration. Donc, le talent d'un écrivain, c'est d'abord la narration. Il raconte ce qui se passe, il décrit, et vous, en le lisant, ce roman, hein, cette œuvre. Vous imaginez, qu'est-ce que ça dit? Vous imaginez ce que vous lisez. Au théâtre, on n'imagine pas. On le voit. On le ressent. Donc, ça veut dire que la première qualité d'un écrivain, c'est donc d'être un narrateur. La deuxième qualité, c'est quoi? C'est d'être un dialoguiste. Non mais attendez. Vous reprenez tous les livres de la littérature et vous enlevez au marqueur alors les dialogues. Qu'est-ce qu'il dit là, Jean Valjean? Qu'est-ce qu'il dit là, Quasimodo? Qu'est-ce qu'il dit là, Eugénie Grandet? Qu'est-ce qu'il dit là, Lantier? On est où? Donc ça veut dire que tu as beau être un narrateur extraordinaire, la pension Vauquier, c'est sublime, c'est machin, sublime. Et quand tu arrives au dialogue, c'est de la merde. C'est-à-dire, tu n'y crois pas qu'un boulanger parle comme ça, tu n'y crois pas qu'un docteur parle comme ça, tu n'y crois pas que le père parle comme ça à son fils, etc. Donc, tu dois avoir un talent de dialoguiste. Mais quand tu es le lecteur, tu suis la respiration de l'auteur dans la narration. La phrase, elle est interminable, hein, chez Proust. Et vas-y, je la lis. Où il est le point, et voilà, boum. Et bien alors, quand tu es un lecteur, le dialogue d'Eugénie... T'es pas une femme, t'es un homme, t'es en train de lire un dialogue de femme. Tu fais quoi? Tu l'interprètes? Non, tu l'interprètes pas. Tu le lis. Et tu imagines cette femme en train de dire ce dialogue. Et puis alors, la troisième qualité de l'écrivain, c'était pas long à vous le dire, excusez-moi, c'est pas seulement le dialogue et la narration, c'est de dire ce que pense vraiment le personnage. Parce que c'est pas parce que tu dis dans le dialogue, je t'aime, je n'aime que toi, je t'assure, je ne veux que ton bien, oui mon chéri, mon amour. C'est le contraire que cette ordure y pense. Et l'auteur, il te le dit ce qu'il pense vraiment. Voilà donc les 3 qualités principales de l'écrivain. Mesdames, messieurs, vous avez suivi des Oscars, vous avez suivi des Molières, vous avez suivi des... Dites donc, vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Alors l'Oscar du premier personnage est attribué. » Foutez de la gueule de qui? « Alors l'Oscar du second personnage est attribué à... » Foutez de la gueule de qui? « Le Molière du premier personnage. » Ça n'a jamais attribué. Parce que les personnages sont dans les livres, dans des cimetières de mots pour l'éternité. Et ils ne changeront jamais. Ulysse restera Ulysse, Jean Valjean restera Jean Valjean, et le Maigret restera Maigret. Ça veut dire que vous ne savez même pas, c'était pas long non plus à vous le dire, pourquoi on dit personnage. Nom de Dieu! Un ailier dans une équipe de football, il est à l'aile, c'est pour ça qu'il s'appelle l'ailier. Celui qui est au centre, il est le demi-centre, on ne dit pas le demi-ailier. Celui qui est gardien de but, c'est celui qui garde le but. Comment ça se fait qu'on ne vous a pas dit pourquoi on appelle ça les personnages? Pourquoi on ne les appelle pas des choucroutes? Pourquoi on ne les appelle pas des dragus? Pourquoi on les appelle... On ne vous a même pas dit? On n'a même pas passé 20 secondes pour vous le dire. Alors ça s'appelle personnage pour une seule raison. C'est que ces héros, ces héroïnes, c'est des femmes et des hommes. Eh bien, madame, j'ai une bonne chose à vous dire. Moi, je suis un homme, j'ai des couilles. Je suis un homme. Vous avez des seins, moi, j'ai des couilles. Madame, je suis une personne. Qu'est-ce que ça dit? Je suis un homme, je suis masculin. Mais madame, je suis une personne. Moi, je suis une personne. Alors, t'es féminin, alors? Donc, ça veut dire
qu'on les a appelés des personnages, parce que ça veut dire que tu sois un homme ou une femme, tu es une personne. Et comme il s'agit de personnes qui peuvent être un petit bébé, un enfant, un vieillard, une femme, eh bien, on a mis âge. Donc ça veut dire que ce sont tous des personnages. Alors il se trouve que on a commencé à se dire qu'il y avait des gens qui étaient analphabètes, qui savaient ni lire ni écrire, que jamais ils auraient la possibilité de s'humaniser, de progresser. Ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Qu'est-ce qu'on a à foutre de la littérature? Alors on a inventé le théâtre. Il n'y a pas de théâtre chez les animaux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, en inventant le théâtre, on a fermé la porte à Dieu, on a fermé la porte à la politique, on a fermé la porte à la société hiérarchisée. Ça veut dire qu'au lieu de personnages qui sont là-dedans, un acteur, c'est quelqu'un qui a une pièce écrite avec des mots. Sa responsabilité à cet acteur, c'est de faire de ce personnage qui ne changera jamais un rôle. R-O-L-E, avec un accent circonflexe comme le toit de la salle du théâtre. Un rôle. Est-ce que vous avez la prétention, vous qui n'êtes pas des acteurs, de faire naître de ce personnage un rôle? Arrêtez, arrêtez. C'est comme si je vous disais, alors voilà, alors là vous savez, des tomates, des poireaux, un peu de cochon. Allez-y, faites le plat. Vous n'êtes pas cuisinier. Donc ça veut dire qu'un acteur, c'est quelqu'un qui a le talent de faire de ce personnage un rôle. Un musicien qui est assis à son piano, c'est quelqu'un qui a le talent, et c'est pas le vôtre, de faire à partir de notes, comme nous, à partir de mots, de milliers de notes, comme nous, à partir de milliers de mots, de faire tout d'un coup de la musique, de sortir des sons. Et 800 pianistes peuvent jouer le deuxième concerto de Rachmaninoff, il ne sera pas joué une seule fois pareil. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas dans la loge d'un pianiste pour lui dire « Ah, c'est génial, ta mémoire, les milliers de mots. » Qu'est-ce que vous venez foutre dans nos loges pour nous dire quelle mémoire tu as? Mais ça signifie que vous ne savez absolument pas quel est notre métier. Alors, je vais vous expliquer comment on peut passer d'un personnage à un rôle. Et si je parle de ça, c'est que ce type-là est le premier en France à d'être un comédien. C'est lui qui a trouvé comment passer du personnage au rôle. Et les autres acteurs du XVIIe, de la merde, des déclamateurs. Le Conservatoire national d'art dramatique, même à mon époque, s'appelait Conservatoire national de déclamation et d'art dramatique. Moi, j'ai jamais fait de déclamation. Mais il y a 90% des acteurs français qui continuent à faire de la déclamation. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui prennent des textes, qui travaillent le texte, avec des metteurs en scène escrocs et des nullités qui leur parlent. Tu comprends, là, il dit ça, tu comprends, là, il fait ça. Parce que quand ils pensent ça, mais de quoi tu parles, pauvre con? Et explique plutôt, puisque tu es soi-disant le chef d'orchestre des notes, le chef d'orchestre des mots, puisque tu es metteur en scène, tu es le chef d'orchestre des comédiens, ils doivent tous jouer ensemble. Le problème, c'est pas que le pianiste joue merveilleusement et que l'autre joue merveilleusement, c'est qu'ils jouent ensemble. Un chef d'orchestre, c'est celui qui fait jouer ensemble. Eh bien, un metteur en scène, c'est celui qui fait jouer ensemble. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comédien dirigé par un chef d'orchestre, quel que soit son instrument, voilà mon instrument, c'est mon instrument, mesdames, messieurs. Alors, je peux être un comédien contrebasse comme Rému, je peux être un comédien violon comme Jean Gabin, je peux être un comédien clarinette comme Gad Elmaleh, je suis dans l'orchestre. Et alors, il se trouve que mon métier pour passer du personnage au rôle, c'est dans Molière qu'on l'a compris. Et comme il a fait toute sa vie, de 1622, oui, il était avocat, toute sa vie, je n'ai pas le temps de la raconter, il n'avait rien à foutre dans ce métier. Il a rencontré une femme, il en est devenu fou, une histoire d'amour avec Madeleine Béjart, comme s'il avait rencontré aujourd'hui François Seigné, Emmanuel Seigné, Louis Seigné, ou alors Claude Brasseur, Alexandre Brasseur, la famille Béjart. Alors il est devenu fou de cette actrice, elle l'a dévié. Au lieu d'être avocat,
au lieu d'être tapissier du roi. Vous ne savez pas ce qu'est le tapissier du roi. On n'a même pas pris une minute pour vous le dire, c'est pas quelqu'un qui fait les tapisseries du fauteuil, c'est quelqu'un qui précède le roi Louis XIII à cette époque-là, parce qu'on va l'assassiner. Donc on a eu l'idée géniale de prendre des tapissiers du roi un peu partout en France et de leur dire, dans 3 semaines, le roi sera chez vous. Donc, dans toute la France, ceux qui veulent assassiner le roi, ils vont y arriver, hein. Henri IV, Sadi Carnot, le président de la République, Chirac, là-haut presque, Kennedy, etc. Lincoln, ceux qui veulent assassiner ne peuvent pas, parce qu'ils ne savent pas où va vraiment le roi. Et la charge du tapissier du roi, c'est de prendre des tapisseries, et de faire la chambre du roi avec des tapisseries comme mur. Alors on l'installe dans une forêt, on l'installe dans un château, on l'installe dans un escalier, on l'installe dans une cour. Voilà. Donc on sait que dans telle Italie, le roi va venir, le roi va venir. Ah oui, et alors où est-ce que tu fais sa chambre qu'on puisse l'assassiner? Voilà. Grâce à ça, certains rois ont échappé à l'assassinat. Ce jeune homme qui doit se destiner à ça, avocat, c'est un avocat, on vous a fait croire que c'était un crétin, parce que les comédiens sont des crétins. C'est un avocat. Mitterrand est un avocat. Donc ça veut dire qu'il a fait, il parle latin, il parle anglais, il a traduit tous les Nature en Rome, c'est grand comme ça. Hein. Il a eu sa thèse à Rouen. Il dédie tout pour une histoire d'amour. Et quand il assiste, à cause d'elle, aux représentations de théâtre, mais c'est à vomir, tellement c'est un scandale. Comment on joue au théâtre en France? On ne vous l'a pas dit? Ah, je vais vous le dire. Parce que vous savez comment on joue au tennis, comment on joue au rugby, comment... Il n'y a aucun problème, hein. Les gosses, ils savent tout, carton jaune, carton rouge. Ils ne savent rien du théâtre. Alors je vous explique, c'est très simple. Ça prend 10 minutes. Un siècle avant, 16e siècle, 16e siècle, en Angleterre, il n'y a pas de censure. Vous avez entendu ce que je viens de dire. Il n'y a pas de censure. Ça veut dire que la religion et la politique n'ont pas son mot à dire. Ça veut dire qu'il y a un petit bonhomme qui s'appelle Shakespeare, qui commence par ameuter les gens pour aller au théâtre. Il est le valet là qui est dehors, qui dit venez, on joue dans les auberges, on joue dans les trucs de là. Et ce Shakespeare, tout d'un coup, se trouve un jour assis dans une auberge avec Ben Jonson, qui est un auteur aussi, qui a écrit Volpone. Ils sont là tous les deux en train de discuter. Et tout d'un coup, Ben Jonson parle et Shakespeare est comme je suis là. Et l'autre dit bon, tu fous de ma gueule, je suis en train de te parler. Shakespeare dit alors, je t'écoute avec mes oreilles, pauvre con. Non, je veux que tu me regardes parce que je ne sais pas ce que tu penses. Mesdames, messieurs, il y a Archimède, Eureka, il y a Newton, la pomme. Mesdames, messieurs, là, ce qui vient de se passer dans cette auberge, ça va changer la face du monde. Parce que ce petit bonhomme Shakespeare se dit, mais attends, pour savoir ce que pense l'autre en face de moi, c'est pas les oreilles, c'est pas le menton, c'est pas la bouche, c'est pas les cheveux, c'est les yeux. Donc, il dit, les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais qui l'a dit avant lui? Mais personne. Est-ce que la religion et la politique vous ont dit que les yeux étaient les fenêtres de l'âme? Fermez-la! Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je lis de là-haut. Tu vas faire ça, tu vas faire ce. Il y a le roi, il y a l'empereur, tu vas faire ça. Et ce qu'on vous a dit, vous aviez les fenêtres de l'âme. Donc ça veut dire que ce gosse-là, ce Shakespeare, très jeune et tout, se dit nom de Dieu. Si la seule façon de savoir parvenir à l'âme, elle est dans le regard, mais il y a 3 positions du regard. Il y a la position horizontale, mesdames, messieurs. Excusez-moi, tu sors du ventre de ta mère, la première chose qu'on fait, pardon, excusez-moi, c'est s'occuper de votre corps. Alors on vous apprend à marcher, on vous apprend à reculer parce que vous avez peur, on vous apprend à vous écarter parce que j'en ai rien à foutre, allez vous battre, on vous apprend à sauter, le corps, il n'y a pas de problème, on fait bouffer le corps, il n'y a pas de problème. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour l'âme? Ah, il se trouve que ce gars-là, Shakespeare, on est en 1580, hein, 40 ans avant Molière, ce gars-là, il se dit, bon, attends, faut que je lève la jambe pour aller en avant, faut que je lève... Alors, qu'est-ce qu'elle fait, mon âme? Elle se lève, et ben voilà ce qu'elle fait. Tu es à l'horizontale, ça veut dire que tu regardes droit devant toi. Tu regardes à l'horizontale, tu ne juges pas, tu regardes. Et d'ailleurs, l'horizon, se dit Shakespeare, plus tu t'avances vers l'horizon, plus il recule.
Passez 10 ans d'études sans qu'un professeur vous ait dit que plus tu t'avances vers l'horizon, plus il recule. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire que quand tu apprends à un jeune que plus tu vas vers l'horizon, plus il recule, tu ne l'atteindras jamais. Donc, il faut bien que tu te dises que ton but dans la vie, la femme que tu aimes, ton métier où tu veux réussir, ta santé où que tu veux, tu ne l'atteindras jamais. Tu mourras, tu perdras tout. Mais la beauté que te signifie cette remarque, c'est que tu vas quand même y aller comme si tu ne savais pas que tu l'atteindrais jamais. Parce que tu crois que quand tu prends Hamlet de Shakespeare, tu vas l'atteindre. Tu crois que quand tu prends le Misanthrope, tu vas l'atteindre. Tu crois que quand tu prends le concerto de Mozart, tu vas l'atteindre. Eh bien, tu vas quand même, pour aller au plus loin possible. Et ce que comprend Shakespeare, c'est que si jamais tu laisses, une fois que tu es mort, là où tu as été, ceux après, ils repartent de là. Ceux après, ils repartent de là. Cette espèce de merde de médecin Patin, qui a une avenue d'une rue dans Patin, le grand Patin, c'est un docteur qui, à l'époque de Molière, était considéré comme une légende, et cette espèce d'assassin disait qu'il n'y avait pas de circulation sanguine. Il est responsable de milliers de morts. Et puis tout d'un coup, quelqu'un, si le sang se balade vers la circulation. Et c'est pareil pour l'œuvre d'art. Tout d'un coup, Picasso fait un port, il met l'oreille là, le machin, quoi ça? Ça veut dire que ton imagination est plus forte que la réalité. Donc ce Shakespeare se dit, il y a l'horizontalité, tu ne juges pas. Donc ça veut dire que mes comédiens se regarderont pour échanger leurs armes. Ils seront de profil, ils seront face à face, ils se parleront, c'est du dialogue, mais ils se regarderont, parce que c'est dans les fenêtres de l'âme de celui à qui tu parles et à qui tu dis je vais te tuer, que tu vois sa peur, que tu vois son émotion, ou au contraire, que tu vois j'en ai rien à foutre, tu peux me tuer, que tu vois l'amour, voilà. Donc il se dit, je vais donc écrire des textes où il y aura des dialogues et où ce sera à l'horizontale. Et puis il se dit, il y a une deuxième position, c'est la position de la soumission. Oh, mon papa, t'es plus grand que moi. Oh, Dieu, t'es là-haut. Là-haut, on va venir en bas. Oh, mon empereur. Oh, mon roi. Oh, mon professeur. Oh, mon maître. Oh, mon patron. Oh, mon... Voilà, la soumission. Tu regardes vers le haut. Tu n'es rien. Donc, ça veut dire qu'il y a des moments dans les pièces de Shakespeare où Shakespeare se dit, ils vont regarder en haut. Ah, ils peuvent défier, hein, j'en ai marre de toi. J'en ai marre d'eux. J'en ai marre de toi, t'existes pas. J'en ai marre, mon père. J'en ai marre du roi. Je vais le tuer. Peu importe. La soumission en révolte ou la soumission sans révolte. Et puis Shakespeare comprend, car il est en train de créer ce qu'est un acteur. Comment tu t'appelles, toi? T'es pianiste? Mais pourquoi tu joues à deux mains? Pourquoi tu joues? Alors tu vas jouer la même chose à deux mains? Non, imbécile, je vais justement pas jouer la même chose avec mes deux mains. C'est comme ça que je vais créer l'art. Celle-là impose, celle-là ne veut pas. Alors il se trouve que Shakespeare se dit horizontal, soumission, mais putain, il y a un troisième regard. Vers moi, vers mes profondeurs humaines. Je regarde, foutez-moi la paix. Je regarde, je domine, je sème ce que je veux. Tu me donnes un livre, je vais le lire comme ça parce que je le juge. Je ne vais pas le lire comme ça et je ne vais pas le lire comme ça. Et tout est comme ça. Donc je vais écrire non seulement des dialogues où il y a le partage entre eux, non seulement des monologues. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? C'est un monologue, je suis en train de te parler. Voilà, l'assassin. Qui peut c'est? Dis-toi, Alphagon. Il demande, où est-il? Où cherche-t-il? Où est mon argent? Il parle, il monologue. Eh bien, mesdames, messieurs, je vais apprendre une bonne chose. C'est que la troisième chose que Shakespeare invente, à part le monologue, il y a des pièces de Shakespeare qui commencent, t'as le cœur qui vient, vous aurez la bataille d'Azincourt, là. Attendez, vous avez Richard III qui vient, puis qui dit, mais là, je vais tous les tuer, je vais prendre, le très bien, monologue. Eh bien, mesdames, messieurs, Shakespeare invente une troisième chose. Et le culot et l'incompétence de ce pays, la France, c'est qu'on ne vous en a jamais parlé. C'est-à-dire, c'est comme si, au football ou au tennis, on vous avait pas dit ce qu'était un amorti. Ah ben tu m'envoies la balle, tu m'envoies, regarde pauvre con, j'ai décidé de la mettre là. Pouf. Vous ne savez même pas ce qu'est la troisième chose. C'est le soliloque
S-O-L-I-L-O-Q. Ça veut dire le moment où Shakespeare se dit, mon personnage ne dialogue pas à 2, à 3, à 4, mon personnage ne monologue pas avec le public, enfin voilà, c'est moi qui parle, je monologue, je dis ce que je pense. Non, le personnage, il se parle à lui-même. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de théâtre chez les animaux. Ils ne se parlent pas à eux-mêmes. Nous, on se parle à nous-mêmes. Et toi, là-haut, tu la fermes. Et toi, le pouvoir, tu la fermes. Et toi, mon père et ma mère, tu la fermes. Et toi, mon patron, tu la fermes. Et je me parle à moi-même. Je baisse les yeux et je me parle. Et ça fait 400 ans, j'ai joué Hamlet dans la mise en scène de la Royal Shakespeare Company, par Terry Hans, Hamlet de Shakespeare, 30 personnes. Et j'ai encore lu dans la presse à cette époque-là, dans le monologue d'Hamlet, espèce d'imbécile, c'est pas un monologue, c'est un soliloque. Et ça change tout. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous, dans la salle, vous savez, Jim, il se parle à lui-même. Il ne sait pas que je l'écoute. Il se parle à lui-même. On va savoir enfin ce qu'il pense. Ce qui veut dire que Shakespeare invente cette troisième fonction du narrateur, de dire ce que, dans le livre, le personnage pense, ce qu'il veut dire, de dire au théâtre ce que le rôle pense vraiment. Qu'est-ce qu'il pense? Être ou ne pas être? C'est la question. Mourir? Dormir? Rêver peut-être? Mais s'il n'y a pas d'autre monde, comment tolérer ce qui se passe ici? S'il n'existe pas. C'est maintenant, là, maintenant, qu'il faut se ranger des outrages de la vie, des trahisons, des ignominies. C'est fini. Et la salle, elle y croit. Parce que comme elle sait qu'il ne sait pas que vous êtes en train de l'écouter, vous vous dites c'est vrai. Quel est le con qui va se dire à lui-même autre chose que sa vérité? Voilà ce que fait Shakespeare. Ce gosse Molière, quand tout d'un coup, après plein de pérégrinations dans sa vie et tout, il va enfin consacrer sa vie au théâtre, eh bien, il va tout simplement, le seul, écrire des pièces où il écrit des partitions d'âme. C'est pas long, ça durait même pas une seconde et demie de dire ça à un élève. En un cursus de 10 ans, des partitions d'âme, voilà ce qu'est un rôle. Ça veut dire que le texte, il ne faut pas le dire. Le texte, il faut le respirer pour le faire vivre. Un texte qu'on ne respire pas n'est pas un texte théâtral. Il ne vit pas, il ne respire pas. Pourquoi respirer? Tout simplement parce que le comédien qui apprend le texte, les mots, et qui livre les mots, même avec les sentiments dessus, c'est pas un comédien, c'est un déclamateur. Celui qui est un comédien, c'est celui qui fait respirer ce texte. Ça veut dire que, madame, on dit le texte, madame, on dit le texte, et une fois qu'il est dit, on ressent ce qu'on vient de dire. Celui qui l'a dit, et on reçoit ce qu'il vient de dire, celui à qui il l'a dit. Là, ce sont les vrais comédiens. Jean Gabin, Rému, Marlon Brando, Steve McQueen, Henri Fonda. Alors, je vous donne des exemples, vous allez tout de suite comprendre. Donc, ce Molière va écrire des pièces de théâtre pour qu'à l'intérieur de ces pièces de théâtre, les acteurs soient obligés de respirer le texte. Il invente le métier de comédien. Toute sa troupe va l'imiter. Les autres essaieront d'imiter, ils n'arriveront pas, parce que les auteurs n'ont pas écrit des textes à respirer, mais des textes, pas à vivre, des textes à déclamer. Et en 300 ans, pardon, excusez-moi, 300 ans, il y aura comme seule pièce de théâtre, vous avez bien entendu ce que je vais vous dire, 3 auteurs au XVIIe, alors qu'il y a plus de 3200 pièces qui ont été écrites. Il n'y a que 3 auteurs, Racine, Molière, Corneille. On passe au 18e. 18e. Un auteur, Marivaux, nié par la Comédie Française, Jour les marrons du fond, il y a 2 full corps, pas faire jouer par les Italiens.
Et Beaumarchais, qui est Bernard Tapie du 18e, les fusils, les machins, l'argent, assassiner sa femme, il s'appelle pas Beaumarchais, il en avait même peu importe. Et ce mec-là, il écrit tout d'un coup 2 pièces. Le Barbier de Séville, qui copie totalement sur l'école des femmes de Molière, ça va bien, copier, boum, et puis le mariage de Figaro. 2 auteurs en 100 ans, dans le 18e où tu as des écrivains, des philosophes, 2 auteurs. Et bien alors au 19e, parlons pas des écrivains sublimes, il n'y a que 2 auteurs, Hugo et Musset. Tout le reste est à la poubelle. Donc ça veut dire qu'en 300 ans, ils sont 7. Et il faudra attendre que l'image arrive au début du XXe siècle et que 2 acteurs français, quand on parle du théâtre, on dit Stanislavski, mais va te faire foutre. Stanislavski il est venu en France pour voir ces 2 acteurs. Et il a tout compris avec ces 2 acteurs. Et ces 2 acteurs voulaient imposer la vérité, la respiration, le métier de comédien comme Molière. Ils ont d'ailleurs monté Molière. Louis Jouvet et Lucien Guitry. Et à partir de là, la révolution du XXe siècle sur Molière a commencé à monter. Et elle n'est pas finie, puisqu'il aura fallu attendre la fin du XXe siècle pour que les femmes, enfin, s'emparent de l'œuvre de Molière. Avant, c'était des metteurs en scène hommes, alors allez vous faire foutre. Les héros sont les hommes. Les héros, ce sont les hommes. Ce sont des merdes, les héros de Molière. C'est sa grande idée géniale. Alors, je vais vous expliquer. Il se trouve donc que ce Molière, ayant inventé le métier de comédien, tout ce qui va suivre, au fur et à mesure, c'est la volonté de la religion et de la politique de foutre à la porte l'œuvre de Molière, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, au jour en comédie, on s'en dehors. D'ailleurs, tous les textes de Molière, on a toute trace de l'impie Molière a disparu. C'est le seul cas de l'histoire de France. Tu n'as pas un bas, une chemise, un texte, un parchemin, une quittance, rien, pas une ligne de ce type-là n'est restée. Il y a eu ordre royal, et de l'archevêque de Paris aussi, de détruire toute trace de l'impie Molière. Le fauteuil de la Comédie Française de Molière, c'est une plaisanterie. J'étais avec 19 ans, je lui ai dit, vous foutez du monde. Monsieur, oui, je sais ce que vous allez dire. Oui, je vais vous le dire, c'est le fauteuil du Barbier. C'est-à-dire que c'est un fauteuil où, oui, c'est parce qu'il a posé son cul là-dessus, mais c'est le fauteuil du Barbier, tu vois, un fauteuil de Molière. Ben oui, mais non, il nous en faut un quand même. Eh bien, très bien. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien, il n'y a pas une ligne. Et la seule chose qui reste, c'est sa signature Molière sur un acte de naissance. Quand il a fait sa première troupe avec Madeleine Desjardins, l'illustre théâtre, il a fait le kissing. Il n'a pas signé Poquelin, il a signé Molière. Pourquoi Molière? Il y avait un écrivain qui s'appelait Molière, il y avait une ville où il était passé qui s'appelait Molière, et il y avait une pierre en bas des Champs-Élysées, enfin la forêt à ce moment-là, où il y avait gravé Molière. Ça, on a les preuves de ces 3. On ne sait pas là pourquoi la raison, mais pourquoi il n'a pas signé Jean-Baptiste Poquelin? C'est lui qui donne l'argent. Tout simplement parce qu'il a voulu, et c'est ce qui en fait sa grandeur, que ce soit le comédien qui signe, pas l'écrivain. C'est le seul cas dans l'histoire de France où l'œuvre d'un écrivain qui s'appelle Jean-Baptiste Poquelin, elle est l'œuvre du comédien Molière. C'est le seul cas. C'est comme si on dit c'est les films de Charlot. Tu vois les films de Chaplin. Je vais voir un film de Chaplin. Tu vois, il y a du monde, tu dis jamais ça, tu dis je vais voir un film de Charlot. Je vais voir Charlot. Donc ça veut dire que de la même façon que Chaplin, qui admirait Molière et qui a tout pris sur lui, noir sur blanc, que Chaplin a créé l'émotion, la respiration d'âme. J'étais muet. Vous ne pouvez pas être un déclamateur. Et ce que fait Chaplin est sublissime. De drôlerie, de tendresse humaine, de peur, il te fait pleurer, rien que par ses fenêtres d'âme. Et il l'a fait parce que Molière, c'était son Dieu. Et donc ça veut dire que ce Molière a donc inventé l'acteur, et que bien évidemment, de la même façon qu'on a voulu faire disparaître toute son œuvre et revenir à la déclamation, et là, eh bien, il aura fallu donc 3 siècles et quelques, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, où le président de la République et moi, nous avons une correspondance avec le Premier ministre, aussi avec les ministres. Le président, dans la correspondance qu'on a eue, m'écrit ses propres mots, Jean-Francis, votre combat est juste.
Et on découvre tout d'un coup qu'on ne peut pas faire entrer Molière au Panthéon, tout simplement parce que le drapeau tricolore, madame, il est bleu, blanc, rouge. C'est notre dignité à tous. Ça veut dire que le rouge, c'est le peuple. C'est ceux qui ont souffert. C'est ceux qui ont été esclaves. C'est ceux qui se sont révoltés. C'est ceux qui ont bâti. C'est ceux qui ont voulu s'élever. Et puis il y a aussi des ordures dedans, peu importe. Et puis alors, il y a le bleu, ça c'est la République. C'est tout d'un coup sortir d'une royauté familiale et entrer dans une république où chacun peut devenir le seigneur, peut devenir celui qui dit, celui qui apprend, celui qui sauve. Alors le rouge français, il est magnifique. Le bleu français, il est magnifique. Et qu'est-ce qu'il y a il y a quoi? Il y a le blanc. Mais le blanc, c'est 1792 années. Donc ça veut dire que quand tout d'un coup, il y a la première République française, en 1793, qu'on vient de décapiter Louis XVI, il n'y a pas de président de la République, madame. Mais non, on va décider tous ensemble, on veut plus de chef. Donc il n'y a pas de président, cette première présidence de la République. D'ailleurs, on va changer le calendrier, on va changer tout, on va changer ça, et c'est là, et c'est le brouhaha. Et puis alors, t'as le Bonaparte qui arrive, vos gueules, allez hop, c'est l'Empire. Donc pendant cette première République, avant qu'il arrive, on prend un monument qui a été élevé par Louis XV, qui voulait faire son Versailles à lui, donc pas d'or, pas de baroque, à la grecque, à la romaine, presque le Panthéon. Et quand la République arrive et que l'autre est crevé, décapité, la tête bleue, et elle dit, bah, alors on prend le Panthéon, ça sera notre temple laïque. Excuse, qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, ça sera un temple laïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura que des gens laïcs dedans? Non, c'est pas ça ce que je veux dire. On pourra recevoir des juifs, des musulmans, des chrétiens, des laïcs. Laïcs, ça veut dire qu'on respectera tout le monde. Qu'est-ce que ça dit? Qu'on respectera tout le monde. Ouais, ça ne sera pas un truc qui sera uniquement chrétien, ou uniquement juif, ou uniquement musulman, ou uniquement laïque. Voilà. Ah, c'est parfait, très bien. Alors qui on met dans ce temple? Et les républicains, sans président, ont fait ceci. Vous voyez le drapeau tricolore? Je déchire, c'est bleu. Je déchire, c'est rouge. Et le blanc à la poubelle. Ça veut dire que ce qui s'est passé avant nous, pendant 1792 années, allez vous faire foutre. Fini, on efface. C'est un nouveau monde, tu comprends? Il se construit lui-même. Le résultat, c'est qu'au bout de quelques semaines, on dit, mais qui on va faire rentrer au Panthéon? Parce qu'on n'a personne. Alors on va faire rentrer Rousseau et Voltaire. Ah non, excuse-moi, ils sont morts en 1776. On est en 1793. Ah ben oui, mais ils nous les font. Alors on prend Rousseau et Voltaire, on met leur statue au Panthéon. C'est magnifique. Les Lumières, Rousseau et Voltaire. Et depuis 1793, madame, nous ne sommes pas en l'an 229. On est en l'an 2022. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces 2022 années, il y a les trois couleurs. Et c'est inadmissible que cette République française n'unifie pas justement ces 2022 années en respectant ceux qui ont construit, bâti, qui se sont battus, qui se sont sacrifiés, qui ont été dégueulasses ou formidables. Non, on les fout à la poubelle, certainement pas. Alors, ce combat pour le Panthéon, il continuera, et de toute façon, Molière entrera au Panthéon, de toute façon, puisque en février 2023, ce sera le 350e anniversaire de sa mort, 1673-2023, et bien il entrera au Panthéon à ce moment-là. Quelques mois nous séparent, et je vous dis qu'il entrera au Panthéon. Et pourquoi c'est important de le faire entrer au Panthéon? Tout simplement parce qu'une fois que Molière est plus grand, je suis désolé, la porte s'ouvre. Victor Hugo, il est au Panthéon. Est-ce que vous pensez que Victor Hugo, quand Molière va rentrer, il ne va pas être le premier à sortir? Non, mais et alors les autres, ils ne moufteront pas. Hein. Donc ça veut dire qu'une fois que Molière entrera au Panthéon, bah, tout d'un coup, on comprendra ce qu'est un comédien. Et enfin, cette République respectera ce métier de comédien. Parce que ce métier de comédien, dans votre jeunesse, dans votre vie, ou tout ça, il vous a apporté tout d'un coup, comme pour les musiciens, des moments qui ne sont pas des moments d'émotion, qui sont des moments de libération.
Ça veut dire que l'éducation, mais elle est respectable sur 50 trucs, on ne serait pas là. Oui, d'accord, tout ce que tu veux, mais ce sont des nœuds. Ce sont des nœuds. Et vous, dans votre vie, vous êtes obligé dans votre vie personnelle de dénouer certains nœuds. Vos idées reçues d'antisémitisme, d'islamophobie, vos idées reçues que le fric, il y a que ça qui compte, vos idées reçues que tout le monde se moque de moi, que voilà, on dénoue tous les jours, puis on se renoue, puis on dénoue. L'extraordinaire du théâtre, de la musique, de l'art, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dénoue chez vous. Il y a un nœud qui tombe. C'est bouleversant, c'est déchirant, et ça vous grandit. Et ce type-là, il fait partie des quelques personnes qui ont su vous dénouer. C'est pour ça qu'on lui doit le respect, et en plus qu'on lui doit la dignité, surtout des femmes, puisque c'est le seul auteur, pendant 300 ans, à avoir traité les femmes sur scène comme les héros de ses pièces. C'est elle qui ose dire tout haut ce que personne n'ose dire. C'est elle qui se sacrifie et qui se bat. Et pour finir, quand j'ai dit tout à l'heure que l'idée géniale de Molière, en dehors de son talent, qui était donc un talent de dialoguiste, puisqu'il prenait le français de la rue. C'est pas Monseigneur, dans cet aveu, c'est le français de la rue. Mais il a pris les gens de la rue aussi. C'est-à-dire, il a pris les gens qui n'étaient absolument pas ni rois, ni empereurs, ni le reste. Mais surtout, le génie de ce type-là, c'est qu'il a inventé la France. La France, c'est l'insolence et c'est le rire. Madame, allez la chercher chez Corneille, l'insolence et le rire. Chez Racine, allez la chercher, l'insolence et le rire. Ah, vous la verrez chez Beaumarchais, puisqu'il copie Molière. Allez la chercher chez Musset, l'insolence et le rire. Allez la chercher chez tous les autres, chez Claudel, chez... Voilà. Ce type-là, il a inventé l'insolence et le rire à la française. Dans le monde entier, c'est pas l'humour anglais, si, c'est le rire. Pourquoi? Parce que l'humour anglais, magnifique, sublime, très élégant, c'est de se moquer de l'autre. Tu dis quelque chose, comme ça, avec ton humour, à froid, et tu viens de te moquer de l'autre. Le prends pas mal, mais quand même, t'as des couilles comme des blonds. Ça, c'est de l'humour anglais. Alors que ce qu'a inventé Molière, c'est, et ça n'existe pas chez les Anglais, ça correspond à la phrase de Shakespeare, c'est de rire de nous-mêmes. On se moque de nous, on rit de nos faiblesses, on rit de nos peurs, on rit de nos doutes, on rit de nos lâchetés, on rit de nos erreurs, on rit de nos fautes, on rit de toutes nos conneries. Nous, on a osé se moquer de nous-mêmes. Il n'y a pas de Coluche en Angleterre. Ce génie a donc coloré la France et pour finir, je vous explique ce que je disais tout à l'heure sur l'art du comédien. Les pièces de Shakespeare étaient jouées dans un théâtre qui s'appelle le Globe. Pourquoi ça s'appelle le Globe? Tout simplement, mesdames, messieurs, parce que la Terre est une connasse qui ne tourne que dans un sens. Cette conne se fout royalement de ce qui s'est passé avant. Et jamais elle a de remords, jamais elle a de reconnaissance, elle continuera à tourner jusqu'au bout. Alors, les êtres humains, contrairement aux animaux, ils ont décidé d'aller dans l'autre sens, de revenir en arrière, de se dire c'est parce que j'ai fait ça il y a 3 mois, il y a 2 heures, il y a 10 ans, que maintenant il faut que je... Voilà le génie de l'homme, revenir en arrière, voir quelqu'un de mort et se dire je me suis mal conduit, pas seulement envers lui, mais envers moi. Ça, il aurait pu m'apporter beaucoup, j'ai laissé passer ça, quel con! Donc je vais progresser, maintenant je vais essayer de ne pas laisser passer ce que je peux partager avec les autres et ce qu'ils peuvent partager avec moi. Donc ça veut dire que ce qu'a compris ce Molière, comme Shakespeare, c'est que quand il n'y a pas de censure, tu ne te censures pas toi-même. Quelle
quel est le moment où ces trous du cul, complètement mais nazes, des pièces nulles, en dehors des 7 auteurs, ils se découvrent vraiment à ce qu'ils sont. Ils osent se dire je suis une merde humaine ou un salaud. Le génie de Molière, monsieur le maire, a été tout simplement que tous les auteurs de théâtre, comme les auteurs de films, pendant des dizaines et des dizaines d'années, jusqu'à la révolution des années 80, eh bien c'était les héros qu'on montrait. Alors oui, ce sont tous des héros. Ah oui, tu joues des héros, tu joues des princes, sublimes, ils sont extraordinaires. Ce qu'a fait Molière, et vous ne l'avez même pas percuté, puisque malheureusement on n'a pas eu le temps de vous le dire, madame, tous les rôles principaux de Molière sont des merdes humaines. C'est-à-dire que Don Juan est une ordure qui tue le commandeur, le mari qui prend la bonne femme, qui la baisse, qui l'épouse et qui la jette. Allez, on recommence avec un autre. Là, il y en a 2 qui vont se marier, je vais y aller, puis je vais kidnapper la mariée. C'est une ordure, Don Juan. Tartuffe, on va pas s'étendre sur Tartuffe, le Zemmour de l'époque, c'est-à-dire que Tartuffe, c'est très simple. Tartuffe, il fait croire que. Et quant à Orgon, puisque c'est le dos, c'est une sale ordure. Qu'est-ce que c'est Orgon? C'est un mec qui est amoureux, philosophiquement ou humainement ou sexuellement de Tartuffe, il le reçoit chez lui et il dit, je vais te donner ma fille. Mais tu te fous de la gueule de qui? De donner ta fille à cette merde! Donc c'est une ordure, Orgon et Tartuffe, 2 ordures. Arnolphe, école des femmes. Pourquoi ça s'appelle l'école des femmes, madame? Pas du tout comme on le voit dans les petits classiques, parce qu'Agnès est une idiote, c'est se foutre de qui? Il n'aurait pas appelé ça l'école des femmes. Ça s'appelle l'école des femmes, car s'il explique qu'un type... première scène. Arnolphe est avec son copain. Ah ouais, tiens, Arnolphe, ferme ta gueule. Ici, je suis pas Arnolphe, je suis monsieur de la souche. Qu'est-ce que ça dit? Je suis monsieur de la souche. Alors, je vais t'expliquer. J'ai pris une môme, et très jeune, ou comme ça. Je l'ai mis pour qu'elle devienne ma geisha, que je vienne la baiser pendant les week-ends. Elle est dans une maison avec un valet, une servante. Elle n'est même pas éduquée, elle sait rien, cette conne. Elle sait pas lire, elle sait pas écrire, elle sait rien de la vie. Elle est uniquement pour baiser. Et alors, donc ici, je m'appelle monsieur de la souche. Donc, appelle-moi monsieur de la souche. Faut pas qu'on sache que Arnolphe, il vient baiser les... Bon, d'accord, fous-moi la paix. Ce monsieur de la souche, il dit à la première scène qu'il a 42 ans. C'est se foutre de la gueule de qui? D'avoir des acteurs pendant 3 siècles qui ont joué Arnolphe comme si c'était un mec qui pouvait plus bander, comme si c'était un mec qui était un vieillard, qui avait une fille un peu idiote qui pense à son chat, et voilà. C'est pas du tout la pièce. La pièce, c'est ce que ce génie de Molière fait que ce mec de 42 ans, manque de bol pour lui, il tombe sur un jeune homme qui est le fils de son meilleur ami, qui sait très bien donc qu'il est Arnolphe. Donc il ne sait pas qu'il est monsieur de la souche, le jeune, et il lui raconte qu'il y a une fille qui a été kidnappée là, et qu'il veut absolument la sortir de là. C'est dégueulasse, c'est un vieux salopard qui s'en occupe. Comme le monde vient lui dire ça, le Arnolphe, la nuit, il a 42 ans, il saute dessus le mur, il la prend, elle est persuadée que c'est Arnolphe, 42 ans, 20 ans, que où est la différence, c'est pas un vieillard. Alors il l'amène, et quand il est dehors avec elle, il lui retire sa capuche. Elle s'aperçoit donc que c'est lui qui l'a pris, et il lui dit, écoute, pourquoi tu es avec ce monde? Pourquoi tu es pas avec moi? Où est le problème? Et elle lui répond cette phrase aussi forte que être ou ne pas être. Vous n'aviez qu'à vous faire aimer. Ce qui veut dire que l'école des femmes, c'est que cette petite gosse qui n'a rien, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui n'a rien, elle en sait plus que ce trou du cul. C'est pour ça que ça s'appelle l'école des femmes. Tu pourras toujours enfermer ta fille, tu pourras toujours la donner à un vieillard, tu pourras toujours dire à ta femme, ne lis pas, ferme ta gueule, t'es là pour baiser, pour faire la gueule, fous-moi la paix. Et ça, tu pourras toujours faire ça. Elles savent tout de la vie, pauvre con. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'école des femmes. Alors Arnolphe est une ordure, on peut continuer. Jourdain du bourgeois gentilhomme, c'est une merde humaine. Ce mec, il est marié, il a sa fille, il a sa famille, il tombe amoureux d'une connasse qui est à la cour. Alors il va faire un grand repas énorme qui va coûter une fortune pour essayer de la draguer. Et puis il à la cour, il paye un mec qui s'appelle Laurent pour ramener-la moi ce soir, vous en faites pas, je vais vous la ramener. Voilà, alors, ça c'est un héros, et sa femme qui voit tout ça, et je dis, mais t'es dégueulasse, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Ah, fous-moi la paix, voilà. C'est une saloperie, Jourdain. Alors c'est pas un monsieur l'avare Harpagon, c'est formidable, l'avare Harpagon, mais quel héros extraordinaire, cette espèce de vieille merde
merde, qui vient, qui est veuf, et qui veut se taper une fille de 15 ans, qui fait venir avec la maquerelle Frosine, manque de bol, cette fille, c'est la fiancée de son fils. Il en a rien à branler que ce soit la fiancée de son fils, il la prend, et dit maintenant tu fermes la gueule, toi, je fais ce que je veux, je prends la bombe. Ça c'est un héros. Et vous pouvez prendre toutes les pièces. Le malade imaginaire, tu te fous de qui? Le mec, cette espèce de connard qui est avec tous ses médecins, il dit à la première scène, il va donner le fils du médecin Diaphorus, Thomas Diaphorus, qui est un con total, en plus, à sa fille. Comme ça, il aura les médicaments à l'œil. Tu te fous de qui? Et toutes les pièces de Molière sont la même chose. Donc ça veut dire qu'il reste un seul personnage de Molière, qui est Alceste du Misanthrope. Et Alceste, son chef-d'œuvre est un chef-d'œuvre parce que, comme il le dit dans ses pièces, et c'est ça qui est beau chez un auteur, ce sont les pièces, les œuvres écrites malgré lui. Il a écrit une pièce merdique qui s'appelle Don Garcia de Navarre. Dedans, il y a une ou deux scènes où il essaye, dans le rôle de Don Garcia, d'écrire ce qu'il pense, mais ça va pas, c'est merdique. Il laisse tomber, c'est un échec. Et puis tout d'un coup, il apprend que sa femme, Armande, qui a 20 ans de moins que lui, baise avec celui qu'il considérait comme son fils, le jeune baron qu'il avait accueilli dans la troupe à 13 ans, et qui baisent ensemble les deux. C'est pas qu'il est fou furieux. Il n'est pas contre l'amour. Lui-même, il a eu des maîtresses de Brie, là du parc. Non, c'est pas ça. C'est qu'il se dit, c'est comme un signe du destin. Je vais écrire ce qu'un homme peut ressentir. Donc, il écrit son propre rôle, Alceste, et il se dit, oui, ce sera quand même une ordure, mais pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même. Alceste est là, la première scène, il arrive, il est avec Philinte. Dans tous les petits classiques, Monsieur le maire, il y a marqué que Philinte est l'honnête homme. Et tous les professeurs de français disent alors l'honnête homme c'est Philinte et Alceste est une ordure. Or, l'ordure c'est Philinte, c'est un sale faux cul. C'est un présentateur de la télévision qui dit béni-oui à tout le monde et qui pense le contraire. C'est-à-dire que ce salaud, il va dire à Oronte, qui veut se taper Célimène et qui est un trou du cul, un sale type, il va lui dire oh ben c'est magnifique ce que votre poème, il est sublime, moi je suis charmé, j'ai jamais rien entendu d'aussi beau. C'est pas une ordure ça, c'est un honnête homme. Au lieu de dire à Oronte, c'est pas bon, je suis désolé, c'est pas. Non, pas du tout, c'est une ordure, cette même ordure. Il va essayer de se taper Eliante, qui elle est amoureuse de. Mais il en a rien à foutre qu'elle soit amoureuse de son meilleur copain. Il va se la taper. Et quand tout d'un coup, Alceste se fait engueuler avec Célimène, il y participe pas, là il se mêle pas. Hein. Alceste et les marquis sont en train de s'engueuler, il dit pas, dites donc les mecs, vous arrêtez vos gueules, il a raison, Alceste. Dis-nous, c'est une sale ordure jusqu'à la fin. Alors, depuis le début du Misanthrope, ce Alceste, Dieu merci, c'est le seul personnage de l'histoire du théâtre français, c'est notre Hamlet. Écoutez la première scène. Il n'y a pas à la jouer en déclamant, il y a à la jouer de la façon suivante. Il arrive tout seul, il est assis là sur la chaise, chez Célimène. On vient de lui dire, elle n'est pas là, elle est en train de faire des courses, des emplettes. Et Philinte arrive. Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi. Quelle bizarrerie, laissez-moi, oui. Et courez vous cacher. Ben, on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi! Je veux me fâcher de ne pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre, et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, voyez cela au papier, j'ai fait jusqu'ici. Profession de l'EC, mais après ce qu'on vous je viens d'apparaître, je vous déclare net que je ne suis plus dans nulle place. En des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste? À votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une interaction ne serait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en voit scandalisé. Je vous vois comme un homme de caresse témoigner pour lui de dernière tendresse, de protestation, d'offre et de serment. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme? Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez à moi?
d'indifférent. Morbleu! C'est une chose indigne, lâche, de s'abaisser ainsi, jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit comptable, et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre art, et ne me pende pas pour cela. S'il vous plaît, que la plaisanterie est une mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Que ce soit lui qui parle. Et il y a toute la pièce qui suit derrière. Donc ça veut dire qu'on se dit pendant le premier acte, le deuxième acte, le troisième acte, que ce type est formidable. Il s'aperçoit que Célimène glandouille avec les autres. Est-ce qu'elle baise avec? Je ne sais pas, mais enfin, il y en a marre, quoi. Alors tout d'un coup, il y a le scandale qui éclate. Donc, Oron dit, je vous la laisse, c'est une pute, je m'en vais. Les marquis disent, ça va, elle est ridicule, ça va, allez, restez avec elle, vous vous ressemblez tout. Et ils s'en vont. Et donc, elle reste là. Philin qui est en train de glandouiller avec Eliante. Il y a Alceste et Célimène. Et il lui dit, et c'est là le génie de Molière. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ça va. On se marie, on vit ensemble. Et lui, c'est là le génie de cet homme. Il dit non. Ou tu viens avec moi, ailleurs, ou sinon tu restes dans ta merde. Parce que moi, je ne veux pas, non pas te trahir toi, ou que tu me trahisses. Je ne veux pas me trahir moi-même. Je vous hais, votre société, je la hais, et je sais que si je reste encore 6 mois, 1 an, je finirai comme vous. Tu veux pas t'en aller avec moi? Je t'aime à la folie. J'aimerais que toi, hein? Adieu. C'est magnifique. Et il a écrit ça il y a 4 siècles. Donc, les jeunes aujourd'hui qui peuvent suivre une pièce de Molière se disent, en voyant les pièces avec les salauds, les femmes ont raison, c'est elles qui luttent, c'est elles qui disent la vérité. Il faut y aller. Donc ça leur donne le respect de combattre. Et quand on voit le misanthrope, on se dit, j'aimerais faire comme lui, mais je ne peux pas. Donc je vais rabaisser un peu mon paquet, je vais vivre avec les autres, puis je vais surtout encore vivre avec eux, j'y arriverai, mais vivre avec moi-même, ça va être dur. Donc je pense que l'écrivain qui a écrit une telle œuvre, c'est un écrivain, pour répondre à ta question, tu te rends compte 1 heure pour répondre à une question. Et tu reviens l'année prochaine, je pourrais poser la deuxième question, voilà. Mais l'écrivain qui a fait une telle œuvre, c'est donc un écrivain moderne et pas classique, figé dans le temps, parce que sa modernité, elle nous parle et qu'on peut la réinventer, soit en l'interprétant comme acteur, soit en étant dans le public. C'est tout un art de retomber toujours sur ses pattes. Et je tenais simplement à vous remercier, te remercier. C'était merveilleux. Merci beaucoup. Ben voilà. On a passé un merveilleux moment avec beaucoup d'émotions et je pense que c'était vraiment cet après-midi, c'était tout à fait extraordinaire. Je tenais simplement à vous remercier. Vous remercier à vous, monsieur le maire, à vous, Corinne aussi, et surtout à toi, Francis. Et je pense que c'est aussi une invitation pour lire et pour aller au théâtre et pour lire aussi les livres de Francis. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, il faut te dire le truc Après la merveille, nous allons tomber dans le sordide, c'est-à-dire quand même les différents prix que Francis Huster a accepté de parrainer.
3 niveaux ont été proposés, benjamin, junior, adulte. Ce sont des candidats avertis et passionnés que nous recevons pour ce défi de grammaire et d'orthographe de haute volée. L'événement est organisé en partenariat avec la collection Le Livre de Poche et l'École des loisirs qui offre les dotations aux gagnants. Bravo donc à l'ensemble des participants. Place à la remise des prix. Attention, concours du livre d'artiste. Ah, il faut aller chercher les prix. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est Molière qui les a piqués, là? Allez chercher les prix. Concours du livre d'artiste. C'est une rareté de la commune, avec pour thème cette année « Ombre et lumière des tarots, chronique d'un monde disparu », en hommage à la magnifique exposition du musée de la carte à jouer dédiée à la tarologie. Alors c'est formidable ça. On a eu 8000 visiteurs. Ce sont des enluminures de Milan et Florence. Les gens se sont bousculés. C'est extraordinaire. Nous, on a pris une bonne leçon d'humilité quand on voit ces œuvres parfaites. Alors, donc ce concours a vu participer 7 concurrents qui exposent en ce moment leur œuvre à la médiathèque du centre-ville. IC1, Alain Cardenas Castro est le grand gagnant de ce concours. Son œuvre s'intitule Tarot andin et allie un travail de typographie sur le papier à une approche d'orfèvre de l'objet libre. Il s'agit aussi d'un hommage à ses racines péruviennes, à son père, le peintre indigéniste Juan Manuel Cardenas Castro. L'acquisition du livre d'Alain Cardenas Castro par les médiathèques au titre du prix du livre d'artiste 2022 permettra, une fois encore, d'augmenter ce fonds patrimonial. Ça y est, vous avez trouvé les bouquins? Alors, donc, on va inviter chacun à venir. Chacun doit venir. Alors, Juan Manuel Cardenas Castro est là. Il est là. Approchez-vous ici. Alors, on lui offre quoi, hein? Un sac. Vous avez, mais dans le sac, beaucoup de surprises. Non, mais dès qu'un Péruvien arrive, on lui donne à manger. C'est formidable, ça. Vous connaissez pas le Pérou? C'est extraordinaire, le Pérou. Oui. Plusieurs fois. J'ai joué à Lima. Ah. Oui, absolument. On est presque suicidaire, moi. Lima est une ville où il ne pleut jamais. Oui. Beaucoup d'immeubles n'ont même pas de toit. Hein. C'est incroyable. Enfin, on ne parle pas du Machu Picchu, etc. Alors, on offre un cadeau quand même. Oui, tout à fait. Regardez, vous avez un sac avec de nombreux ouvrages qui vont vous permettre Voilà. de voyager. Et également, vous avez à l'intérieur une magnifique exposition qui est actuellement au musée de la carte à jouer. Et en repartant, vous pourrez regarder dans l'escalier d'honneur, vous avez l'œuvre de la vie de Victor. Photo de Juan Manuel. Approchez-vous, monsieur, voilà. Ce serait pas mal que Huster soit aussi sur la photo. C'est tellement rare. Debout pour lui. Oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous voulez dire quelques mots? Oui, bien sûr. Bah oui. Prenez un micro, Alors. voilà. Il est ouvert. Allez-y. Je tiens à remercier le jury d'abord de ce prix, la médiathèque, le réseau des médiathèques d'Issy-les-Moulineaux. Je remercie également monsieur le maire, André Santini, pour cette organisation superbe. Et je suis encore très honoré d'avoir reçu ce prix du livre d'artiste pour lequel j'ai vraiment donné tout ce que, par rapport à ce sujet sur le thème du tarot, toute mon énergie créatrice. Merci aussi au public qui est ici présent. Le concours de nouvelles.
Très inspiré par l'exposition du musée, le thème du concours est le même que celui du livre d'artiste. La gagnante est Sonia Petit, ICN. Elle est là, j'espère. La voilà. On a trouvé un prix. Approchez-vous. Vous êtes ravissante en plus. Voilà. Photo. Huster debout. Bravo, madame. Merci. Bonjour. Je souhaiterais remercier la ville d'Issy-les-Moulineaux d'avoir organisé ces concours et d'avoir organisé toutes les activités, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau culturel. On participe à tout avec ma famille et on se sent fiers d'habiter à Issy-les-Moulineaux. Merci. Merci, madame. Merci à toutes, à tous. Excellente soirée. Merci d'avoir suivi Francis Huster, qui est un... Il manque un prix. Mais la dictée. Ah, la dictée, ben alors, oui, on l'avait reporté, Il n'y c'est a pour que ça. des fautes. Oh là là, oh, le prix du concours de dictée, ben oui. Ah ben voilà. Alors, attends, il faut Ça, qu'on c'est retrouve les notes. Donc, l'orthographe... Alors, donnez-moi ça. Le niveau Benjamin, il n'y a pas les petits d'abord, non? C'est les petits. C'est les petits. Niveau Benjamin. Le deuxième, c'est Vénice Chansavang, qui n'a fait que 8 erreurs. Oh, c'est génial. Tu es fier? Tu peux. On te félicite vivement. Tu as le droit de quel pays viens-tu? Est-ce que tu veux dire quelque chose? Je suis née en France. Oui. Ma mère est d'origine hongkongaise. Sinon. Hong Kong. Voilà, ah, très bien. On pense à Hong Kong. Tu as le droit de parler pendant que ta mère ne te regarde pas. Je remercie ma mère parce qu'à la base, je voulais pas faire le concours de dictée. J'en suis très fière. Et tu aimes Bravo. lire? Tu Ouais. aimes lire? Tu Oui, lis des j'adore livres? lire. C'est quoi ton héros favori? J'en ai pas spécialement. Après, je lis un peu de tout. Elle écrit aussi, hein? Tu écris, oui. Eh oui, c'est un prix Et d'orthographe. plus tard, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Non, Pas écrivain? non. D'accord. Ok. Ben, merci beaucoup. Oui, je suis bien. Tiens, viens là, de ce côté-ci. Tu vas te mettre entre monsieur Huster et monsieur le maire, et comme ça, tu vas trouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, là? Faut l'appeler aussi. Ça, c'est la première. Ah, ben alors, C'est le Benjamin. Et puis après, on passe au junior et adulte. allez, appelez les noms. On fait d'abord la On fait la photo d'abord. Oui. Huster s'est réveillé, là, oui? Oui, il est tout à fait. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Alors, au niveau Benjamin, premier prix, c'est Anna Marion. 4 erreurs. Autant que Huster. Et que des filles, par exemple. Voilà. Félicitations. Seulement 4 erreurs, c'est génial. Bravo. Un petit mot, et tu viens pour une photo, Tu peux parler là. s'il te plaît. Si tu veux lui dire quelque chose. Je sais pas, moi. Qui est-ce qui a décidé de t'inscrire au concours? Ta mère, ton père, Ma Huster? mère m'a proposé et j'ai Ah. accepté puisque je suis C'est sa forte en maman qui a dictée. proposé. Parce Tu es que forte en dictée. tu es forte en dictée. Eh oui, Mais tu as bien fait. 4 erreurs, c'est pas beaucoup. C'est Hein. magnifique. Et toi, plus tard, tu veux faire quoi? Tu sais sais pas pas. encore? Ah d'accord. Allez, viens pour la photo. Écoute, on félicite. Merci beaucoup. Merci. Voilà.
Bravo, Anna Marion. Et la première est Camille Béat. Dans les juniors. Dans les juniors, cette fois, pardon. Qui a fait cette erreur. Oh là là. Il n'y a que des filles. Que des filles, eh oui. Les gars, ils pensent qu'on MeToo. J'espère que tu es venue. Oui. Parce que voilà, c'est bien récompensé en lecture et vive félicitations. Un petit mot. Tu veux être professeur plus tard, non? Non. Non. Toi aussi, tu sais pas ce que tu veux faire plus tard? Si, moi je vais faire vétérinaire. Vétérinaire. Eh ben voilà. D'accord. Eh ben viens, on va prendre. Allez, viens pour la photo. Vétérinaire. C'est bien. Fou, hein. Voilà, ça avance un peu. Puis avec Francis Huster, tu t'habitues. Tu aimes les chats, quoi, Francis, hein? Ton animal, c'est quoi, les chats, quoi, non? Ouais. Voilà, comme par hasard. Le niveau Adulte. adulte maintenant. Troisième, Romain Béat. Ah, bien, Oui. marqué le nombre de fautes. Ah, il n'y a pas le nombre de fautes. Comme par hasard, parce que c'est un mec, on ne met pas le nombre de fautes. C'est très bien comme ça. Félicitations. Merci beaucoup. Venez pour la photo. Merci. Qu'est-ce que ton métier? Ingénieur chez EDF. Ingénieur chez EDF. Oui, il est déjà ingénieur. Voilà. Venez pour la photo. Allez-y, passez derrière. Voilà, entre ces messieurs. Merci. Merci, monsieur. Niveau adulte, deuxième, Guylaine Mercier. Oh bah dis donc. Bravo. C'est la vieille dictée de pivot. Hein. Eh ben ouais, mais dis donc, c'est pas mal. C'est bien, hein? Félicitations, Merci madame. beaucoup, merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Venez pour la photo, madame. Oui. Ça nous fera plaisir. À vous, ça. C'est une épreuve de plus avec Huster, surtout. Surtout ça. Est-ce que vous l'aimez bien? Ah oui. Merci beaucoup. Et la première, encore une fille, bien sûr, c'est Sylvie Dauvillers. Elle est là. Adulte. Merci. Venez, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi, j'accompagne des enfants, des élèves en situation de handicap dans les écoles. Très bien. Venez. Bravo, madame. Bravo. Je pense que monsieur le maire, qu'on va appeler tous Oui. les lauréats. Alors, En fait, tous les lauréats sont invités à venir ici pour une photo de groupe avec Francis, bien sûr. je pense qu'on peut les applaudir. Ah oui. On va mettre peut-être les enfants dedans. Allez-y, monsieur. Allez-y, allez-y, il y a de la place. Rapprochez-vous, restez pas dans l'ombre. Voilà. Rappelez tout le monde, hein. On fera aussi une photo avec les correcteurs. Oui, oui, je veux bien, oui. Allez-y, hein, rapprochez-vous. Allez-y, On invite les correcteurs à venir les aussi. enfants, allez-y, mettez-vous Parce que de c'est côté. eux qui ont Il y a de la place beaucoup de l'autre travaillé. côté, allez-y, vous allez être dans l'ombre là. Allez, venez avec nous. Avancez. Mets-toi. Allez-y, venez. Il faudrait mettre les petits devant, Les voilà. enfants devant. Voilà. Regardez, vous entourez monsieur le maire. Les enfants, avancez-vous, vous entourez monsieur le maire. Et comme ça, Voilà. les adultes peuvent. Rapprochez-vous, allez-y, que ne restez pas dans l'ombre. C'est un peu l'honneur, hein, c'est vous qui êtes. Et pour les correcteurs, c'est bon?
Voilà. Tiens, avance-toi un peu. Voilà. Avance-toi quand tu vois. Voilà. Voilà, comme ça, moi je me rends. Il faut qu'on te voit. Viens plus sur ta gauche. Voilà, comme ça. Tiens, avance-toi un peu. Non, à droite, sinon tu verras pas. Voilà. On est passé de ce côté-ci. Ah, puis il y a la photo. La photo de l'écran, c'est drôle. Tu devrais prendre la photo de l'écran. Ah oui, c'est bien, oui. On capture. Prenez les photos de l'écran, c'est très drôle. Non, mais vraiment, regarde l'écran, c'est très beau. Ah bah il est là-haut. D'accord. Oui. Voilà, vers moi, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît, vers moi. C'est parfait, merci. Merci beaucoup. Encore un bravo à Francis Huster, s'il vous plaît. Pour vous amuser, je vais maintenant aller dans la famille Madol. Ça m'étonnerait que Huster ne sache pas qui était Madol. Il a été maire pendant 1 an et demi, après il en a eu marre, de la ville. Ah bon? Pour remplacer les communistes ici. Ah, et d'accord. c'était le grand traducteur de Claudel. Incroyable. Formidable. Je ne savais Hein. pas du tout. Et Alors, pourquoi il a arrêté? Il en a eu marre. oui, il en a eu marre. Tout. Ouais, Un mec, un vrai philosophe. Tu vois. Ouais. Moi, ça fait 42 ans que je suis un peu débile. Quoi. Alors, la famille donc est encore sur la ville. Et je vais leur rendre visite. Ils ont promis. Bah, merci beaucoup. Il y a un boc, non? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Merci à toutes et à tous. Il y a eu beaucoup de jeunes femmes qui ont réussi les dictées. Bien sûr, bien sûr.